TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'Office togolais des recettes veut déjà se mettre au travail pour l'élargissement de l'assiette fiscale, entre autres. C'est l'un des objectifs de la loi de finances exercice 2022, loi décortiquée à la presse ce matin. Et puis le gouvernement togolais veut renforcer la sécurité pour les Togolais lors de leurs différentes opérations financières. Pour éviter ces braquages au sortir des banques, le ministre de la Sécurité dévoile dans cette édition de nouvelles mesures sécuritaires à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Quelles sont les modifications contenues dans la loi de finances exercice 2022? L'Office togolais des recettes les a dévoilées à la presse ce mardi en insistant sur leurs objectifs: l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Voyons cela avec ce reportage de Abidé Nazibé. L'Office togolais des recettes OTR face à la presse pour décrypter la loi de finances exercice 2022. Cette loi de finances votée en pleine crise sanitaire subit plusieurs modifications comparativement à la loi de finances de 2021. Au total, 35 articles ont été revus, dont 22 dans le Code général des impôts et 13 dans le livre des procédures fiscales. La loi de finances exercice 2022, c'est toujours l'achèvement ou bien la continuation et la mise en place intégrale du budget programme. Ça, c'est au niveau technique. Mais au niveau de modification du Code général des impôts, la loi a été rédigée sur plusieurs axes. Premièrement, l'élargissement de l'assiette fiscale. Nous avons introduit dans la loi des finances des mesures pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Et nous avons mis un focus particulier sur les prix de transfert dans la loi des finances exercice 2022. Le gouvernement a accordé des allégements fiscaux, des allégements en matière de taxes sur les véhicules à moteur, vous les verrez, des allégements en matière de l'impôt sur le revenu traitement salaire. Depuis l'avènement de l'OTR, vous verrez que nous allons de réduction du taux de l'impôt en réduction du taux de l'impôt. L'avantage maintenant, c'est que l'OTR, c'est de rechercher les niches et de les imposer. Malgré la pandémie, l'Office a réussi à mobiliser près de 780 milliards de recettes en 2021. Une hausse de 9% par rapport à l'année 2020. Le défi pour l'OTR, faire plus et atteindre 814 milliards de francs CFA en 2022. 1779,2 milliards de francs CFA. C'est un budget record pour l'exercice 2022, une hausse de 5,5% par rapport au collectif budgétaire de 2021. Un budget qui appelle à la mobilisation des ressources financières pour l'exécution des différents projets inscrits au programme de la feuille de route gouvernementale. Comment le gouvernement compte-t-il alors s'y prendre pour atteindre les objectifs escomptés dans chaque secteur? Ulrich Chamega nous en dit plus dans le dossier qui suit. Recettes domestiques, nouvelles mesures fiscales, dont recours au marché financier régional, le gouvernement togolais veut mettre toutes les chances de son côté dans la mobilisation des ressources financières. L'objectif étant d'exécuter les 104 programmes inscrits au compte de l'année 2022. L'exécutif togolais compte sur ses propres forces, tablant sur son économie qui connaît une reprise depuis 2021 malgré la situation sanitaire. Le taux de croissance réel en 2022 est projeté à 6,1% avec pour vision d'atteindre les 7% d'ici à 2025 tout en maîtrisant le taux d'inflation sous le seuil de 3% sur la même période. Dans cette perspective, les recettes fiscales doivent augmenter à 814 milliards pour cette nouvelle année contre 780 milliards en 2021. Les autorités peuvent compter sur l'Office togolais des recettes OTR pour une issue favorable.
420 milliards francs CFA devraient provenir du commissariat des impôts et 397 milliards du commissariat des douanes et droits indirects pour financer les dépenses budgétaires. Des projections qui devraient être portées par un ensemble de nouvelles orientations fiscales, élargissement de l'assiette fiscale, renforcement des mesures de contrôle et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, entre autres. Cependant, les recettes intérieures ne pourraient pas suffire. Le gouvernement prévoit accentuer sa présence sur le marché financier régional en 2022 et recourir à UMO à titre pour lever 533 milliards de francs CFA. Outre le marché des titres, d'autres emprunts à hauteur de 145 milliards francs CFA sont prévus pour le financement d'une partie des projets d'investissement. Autre apport financier qui pourrait soulager le gouvernement, la cession des 90% de la BTCI à IB Holding en novembre dernier qui rapportera un chèque de 6,4 milliards de francs CFA. Une mobilisation de 200 milliards de francs CFA sous forme de dons, l'autre prévision de la loi de finances. L'amélioration du déficit budgétaire pour descendre à 5,1% du PIB, également une priorité. Des actions qui traduisent les efforts du gouvernement pour une meilleure maîtrise des finances publiques au profit de tous. Et les citoyens togolais participeront à la réussite économique de 2022. Seulement voilà, certains sont victimes de braquage lors de leurs opérations financières. Le gouvernement prend la mesure de la situation et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dévoile ce soir les nouvelles dispositions prises. Il est au micro de Antoinette Omao. Ça, c'est ce que nous appelons les faits d'insécurité classiques. Braquage, vol, cambriolage, c'est des faits qui sont dans notre société depuis la nuit des temps. Mais nous y travaillons. Nous y travaillons. Pas plus tard que le jeudi dernier, nous avons fait le point du nombre de braquages que nous avons eu en 2021. Par rapport à 2020, bon, il y a une amélioration, mais j'ai dit, tant qu'il y aura un braquage dans notre pays, ça veut dire que l'effort n'est pas suffisant, il faut continuer par travailler. On a aussi besoin de nos concitoyens. Nous avons dit, si vous êtes opérateur économique, vous avez à faire un retrait important. La police, la gendarmerie, même l'armée, moi, pour ne pas aller trop loin, j'ai dit, la police, la gendarmerie sont à la disposition de tout Togolais qui a besoin de couverture sécuritaire. Moi, je reçois des demandes. Les gens ont des veillées, ils demandent la sécurité. Les gens ont, des mariages, ils demandent la sécurité. Pourquoi un opérateur économique qui va pour faire un retrait important, 20 millions, 30, 40, 50 millions, voire plus, ne peut pas demander au commissariat du coin, à la brigade du coin ou à la direction de la police ou de la gendarmerie des éléments pour l'accompagner. Nous avons des éléments un peu partout, mais vous savez, des infractions comme braquage, à moins de 5 minutes, ces malfaiteurs ont déjà opéré. Parfois aussi, la personne est tétanisée, elle sent la lourdeur, peut-être elle n'arrive même pas à parler. Il faut attendre 5-10 minutes avant qu'elle réagisse. Ah, j'ai été braqué. Mais le malfaiteur, en 5 minutes, vous connaissez la position de notre capitale. En 5 minutes, ils sont loin. En 5 minutes, ils se fondent dans la population et c'est difficile. C'est ça, je réitère cette volonté, cette disposition, demander à nos opérateurs économiques. Je préfère, même de jour comme de nuit, qui sollicitent, qui demandent la couverture sécuritaire des forces régaliennes pour les accompagner où ils veulent aller. Nous, on est payé à la fin du mois, c'est pour ça. L'État nous habille, c'est pour ça. Donc, il n'y a pas de raison. Quand j'entends, il y a eu braquage. Le jeudi, nous avons insisté là-dessus. Aujourd'hui, je suis obligé de voir avec les responsables des banques. Nous avons convié à une séance de travail vendredi prochain. Je serai obligé de leur dire, si un opérateur vient pour un retrait important, demandez-lui s'il a la sécurité. S'il n'a pas la sécurité, ajournez et faites-nous appel. Parce qu'un braquage, c'est un braquage de trop. Parfois, c'est accompagné de mort d'homme. On ne meurt pas deux fois. Ces bandits, ces criminels, je peux vous dire aussi que la plupart, c'est des récidivistes. Des gens qui ont passé un temps en prison. Ils ne jurent que par la prison.
la peine, elle est ce qu'elle est. Elle commence, elle va finir. Et quand elle finit, est-ce qu'il faut continuer par le détenir? Ça aussi, ça fait l'objet de réflexion. Hein? Donc, nous y travaillons, nous avons des dispositifs qu'il faut aussi améliorer. Mais là où je dis ce que l'opérateur économique peut faire, ça lui revient à 0 francs, c'est demander que des agents l'accompagnent. Voilà donc les nouvelles dispositions sécuritaires pour justement assurer la sécurité des citoyens lors de leurs différentes opérations financières. Et le gouvernement veut également amener la population à un changement de comportement et à lutter efficacement contre l'extrémisme violent. Et pour cela, le gouvernement compte sur le concours des hommes de médias. Ils étaient en formation en juin dernier. 7 mois après, ils sont de retour dans les savanes pour un renforcement de capacité. Ceci pour plus d'impact sur le terrain à travers le contenu de leurs différentes productions. Voyons cela depuis Dapaon avec la correspondance de Gérard Lagodou. Dans un environnement marqué par des défis sécuritaires à relever, les professionnels des médias ont un rôle prépondérant à jouer pour préserver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Produire des contenus constructifs destinés aux internautes, lecteurs, auditeurs et téléspectateurs devient un impératif catégorique pour la presse en général en vue d'une communauté paisible et soudée. C'est le leitmotiv du plan international Togo à travers le projet Savane Motaog qui a rassemblé ici à Dapaon hommes et femmes des médias venus des régions Kara et Savane pour plus d'impact dans leur production. Cet atelier est le bienvenu pour encore nous orienter et nous diriger, nous donner des outils nécessaires pour qu'on puisse être efficace, sensibilisé par nos écrits dans cette lutte contre l'extrémisme violent. Il y a des émissions interactives qui sont produites et les auditeurs appellent pour donner leur point de vue, partager ce qu'ils pensent et avoir ensuite ce que nous aussi nous avons comme réponse à leur donner. On va plus élaborer plus d'émissions pour inciter vraiment la population à comprendre le bien fondé de la cohésion sociale, bien aborder la population, avoir des messages qui ne sont pas violents. Plan Togo et ses partenaires, notamment Cassit, Aide et Action et Wildaf Togo, entendent faire du projet Savane Motaog une stratégie appropriée de promotion de la paix et surtout de lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce qui cause les violences dans nos communautés? Comment régler ces différends dans les communautés? Et c'est à partir de ça maintenant que des messages à véhiculer vont ressortir. Comment conduire le plaidoyer à l'endroit des autorités, à l'endroit des communautés et de trouver ensemble les solutions de leur gestion dans le souci de promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale, gage d'un développement durable. Les présents travaux de renforcement des capacités des médias s'étendent sur 4 jours avec le financement de l'Union européenne et de l'Agence suédoise de développement. Inades Formation dresse son bilan d'accompagnement du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Quels sont les acquis des bénéficiaires du paillage SP dans les plateaux? Sylvain Abdou nous répond. La mission d'appui accompagnement au projet PAEGSP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, a été confiée à 2 ONG, dont Inades Formation qui, elle, intervient dans la maritime et les plateaux. Cette mission d'accompagnement des bénéficiaires a démarré en juillet 2020, ce qui a permis une auto-évaluation en août 2021. Primo-entrepreneurs, entreprises agrégatrices, institutions de microfinance sont ici ensemble avec Inades Formation pour faire le bilan des 6 derniers mois d'activité, analyser ce qui a été fait et tirer des conseils pour l'avenir. Il s'agit pour nous de présenter les résultats, mais surtout de recueillir l'avis, l'analyse et les contributions des bénéficiaires du PAEGSP avec lesquels nous avons travaillé. Il s'agit d'apprécier comment le travail a été fait et qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour mieux accompagner ces différents bénéficiaires du PAEGSP.
Cette mission d'accompagnement prend fin le 31 janvier 2022. Elle a consisté au suivi sur le terrain en vue de l'atteinte des objectifs du projet. Une mission bien appréciée par les uns et les autres. Les premières années ont été un peu difficiles, mais depuis que INADES est mis à notre disposition, ça nous a permis de faire de faciliter les sensibilisations auprès de nos producteurs. Sans INADES Formation, nous avons connu des impayés, mais l'arrivée de INADES Formation nous a permis le suivi et tout, nous ont permis de recouvrer les créances perdues là, ces crédits qui sont dans les brousses chez les producteurs. Nous les avons récupérés. À travers ce projet, INADES Formation a accompagné 990 groupements et 783 primo-entrepreneurs individuels ainsi que 11 PME. Certains groupements sont aujourd'hui mutés en sociétés coopératives grâce à cette mission d'appui sur le terrain. Cela fait un peu plus d'un an que la nouvelle liste de médicaments remboursables par l'INAM est appliquée au Togo. Mais jusqu'à ce jour, certains prescripteurs éprouvent toujours des difficultés dans sa mise en œuvre. L'INAM et le Synfot ont initié ensemble une rencontre ce matin pour ceci trouver une solution consensuelle. Écoutez ça là pour des précisions. Des prescripteurs, tous du Grand Lomé. Objet de leur rencontre avec l'Institut national d'assurance maladie INAM, la maîtrise de la nouvelle liste des médicaments remboursables par l'assurance maladie. Jusqu'aujourd'hui, cette liste semble encore mal connue par ses prescripteurs. Conséquence, ils éprouvent des difficultés à établir les ordonnances. On fait des fois des ordonnances, le patient arrive à la pharmacie, on nous appelle le malade, soit c'est le malade ou bien le pharmacien, pour nous signifier que les médicaments prescrits ne sont pas pris en charge par l'INAM. Autant de difficultés qui trouveront des approches de solutions. Cette rencontre initiée par l'INAM et le Synfot est à sa dernière étape après le tour des 5 régions économiques du Togo. Nous nous sommes rendus compte ensemble avec l'INAM qu'il y a eu vraiment des préjugés, des appréhensions qui ne sont pas les vrais. Et donc, c'est ce qui a motivé le Synfot et l'INAM à organiser cette tournée de rencontres d'échange pour pouvoir échanger avec ces prescripteurs, voir quelles sont les difficultés, quels sont les retours que nous pouvons avoir et comment est-ce que nous pouvons, ensemble avec l'INAM, corriger ce qui est difficulté. On a un outil qui est le support de la liste qu'on appelle Presta Plus. Ils doivent maîtriser l'utilisation de cet outil pour faire des prescriptions efficientes, pour que non seulement les patients ne dépensent pas trop en pharmacie et que l'INAM n'ait pas trop à rembourser également, pour que l'équilibre du régime soit garanti. Au-delà de la satisfaction des assurés, INAM entend également veiller à la pérennité du régime. Cela y va de la couverture sanitaire universelle voulue par les plus hautes autorités du Togo. Chacun est appelé à jouer sa partition. Et nous prenons maintenant la direction de Edo-Okwikopé dans le Bas-Mono. C'est un village longtemps exposé au phénomène d'inondation. Mais depuis, les habitants de ce milieu ont pris la mesure de la chose et ils ont construit un bassin de rétention d'eau. Vous allez le voir, la vie y a pris un autre sens. Edo-Okwikopé et le bassin du salut, c'est un dossier reportage signé Ulrich Amega et Pierre Sousoupo. Ils l'ont surnommé le bassin du salut. Depuis la construction de cette retenue d'eau, vivre ici a pris un autre sens. Et pour cause, ce village de Edo-Okwikopé, longtemps victime des inondations, n'a plus maintenant peur quand s'annoncent les orages. Ça sert à retenir l'eau qui envahit le village avant. Avant, on souffrait de l'inondation et notre route aussi. Mais le retenu d'eau conserve l'eau. On fait le drainage de la route jusqu'au retenu d'eau. On était très contents. Les saisons de pluie passées n'ont plus causé de dégâts, comme ce fut le cas à chaque saison. L'ouvrage fait ses preuves. Avant, c'était un calvaire lorsqu'il pleuvait. Mais avec l'avènement de ce projet de Waka, nous sommes à présent soulagés. Fini les soucis d'inondation qui nous obligeaient à quitter nos domiciles. La réalisation de ce bassin
a mobilisé tout le village. Enfants, jeunes et adultes ont compris l'urgence de l'action. Ils ont participé à sa construction avec l'appui du projet WACA à travers les organisations locales. Pour pouvoir assurer la durabilité du projet, il a été prévu le reboisement en oranger Valencia comme activité génératrice de revenus. Et c'est avec cette activité-là que la communauté même a choisi et elle va faire dès le mois de mars, avril déjà, quand vont commencer les pluies, ils vont mettre en terre les orangers sur une superficie de 4 hectares. L'apport de WACA dans cette contrée, c'est aussi la réhabilitation de ce système d'adduction d'eau. Il dessert aujourd'hui tout le village en eau potable. Au niveau de l'OQCOP, nous faisons un peu des actions qui tendent à limiter les risques d'inondation. Et aujourd'hui, avec les actions qui viennent d'être faites, je crois qu'au niveau du village, quand même, en attendant qu'on vienne renforcer cela avec les caniveaux, donc le village aujourd'hui au moins est protégé contre les risques d'inondation par le retenu qui a été construit qui permet de converger les eaux et pouvoir garder le trop plein. Nous avons aussi un dernier volet qui est le reboisement qui permettrait aussi de pouvoir au niveau du village essayer d'améliorer aussi la couverture végétale. D'ici peu, des activités génératrices de revenus vont être développées autour du bassin. Le comité villageois de développement a déjà conçu un plan dans ce sens. Il veut transformer progressivement cet univers en un éco-village. Et à Madagascar, les populations n'ont pas eu la chance de d'OQCOP. Elles se sont réveillées, les populations d'Antananarivo se sont réveillées submergées par les eaux. Une inondation meurtrière due à des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la localité. Bilan, au moins 10 morts. Au moins 10 personnes sont mortes dans des inondations à Madagascar. Pendant la nuit, des pluies torrentielles se sont abattues sur la capitale, Antananarivo. Les personnes sont décédées dans l'effondrement des maisons et des glissements de terrain causés par les intempéries. Pour les autorités, les précipitations devraient atteindre leur maximum jeudi et se poursuivre jusqu'à la fin du mois de janvier. Des équipes de secours sont déjà mobilisées sur place pour évacuer les zones à risque et préparer les gymnases et autres abris temporaires. Selon un premier bilan, plusieurs habitants ont été blessés et plus de 500 autres n'ont plus de toit. Autre calamité, on peut le dire, la pandémie de la Covid-19 est loin d'être terminée. Et l'avertissement vient du directeur général de l'OMS. Tedros Ghebreyesus met en garde contre l'idée que le variant Omicron serait bénin. Selon ses dires, ce mardi, Omicron continue de déferler sur la planète. Il provoque des hospitalisations et des décès. Et même des cas moins graves submergent les établissements de santé. Et puis, les restrictions dues à la crise sanitaire impactent durement la vie des Ougandais. Les retards de livraison du carburant dans les stations-service font grimper les prix à la pompe et les tarifs dans les taxis. Les camions-citernes seraient bloqués à la frontière avec le Kenya. Crise Covid oblige. Une pénurie de carburant fait grimper les prix du précieux liquide dans les stations-service en Ouganda. La raison, le ralentissement des camions de carburant et autres marchandises bloqués dans d'énormes embouteillages à la frontière avec le Kenya. Conséquence de cette situation, des hausses des tarifs de taxis et de bus ont été signalées dans de nombreuses régions du pays. Des amis m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient essayé d'aller dans d'autres stations-service et qu'ils ne pouvaient pas avoir de carburant. Et beaucoup de voitures sont actuellement garées. C'est une situation très importante. Selon les autorités, ces retards à la frontière pour l'entrée en Ouganda étaient dus à un scanner défectueux utilisé par les douaniers pour contrôler les véhicules et à des problèmes concernant le Covid-19. J'étais dans une banlieue près de Kampala et j'ai eu un litre d'essence à 12 000 shillings ougandais, environ 3,40 $. Oui, 12 000 shillings. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est trop élevé. Je n'ai jamais vu les prix du carburant monter à ce point.
Selon plusieurs, des centaines de camions sont toujours bloqués à la frontière, attendant le feu vert des douanes et des équipes réalisant les tests pour le Covid-19 à Malaba, le point de passage frontalier. Et en Tunisie, la crise sanitaire également pousse le pays à encore demander de l'aide internationale. Le gouvernement de Tunis affirme que le pays fait face à une récession la plus grave depuis son indépendance. En Tunisie, dès sa formation en octobre dernier, plus de 2 mois après le coup de force du président Kaïs Saïed, le gouvernement a demandé au Fonds monétaire international un nouveau programme d'aide. Car le pays fait face à sa plus grande récession depuis l'indépendance en 1956, en cause principalement la pandémie de Covid-19, mais pas seulement, souligne le FMI. Il y avait des maux de l'économie tunisienne qui étaient déjà préexistants, et notamment des déficits budgétaires et une dette publique qui se sont aggravés au cours des dernières années. Des déficits aussi extérieurs qui ont été persistants dans les années précédentes, et surtout une croissance qui a été faible et très largement insuffisante. Insuffisante pour résorber un taux de chômage qui dépasse les 18%. Après une chute de quasi 9% du PIB en 2020, la croissance tunisienne est revenue à un peu plus de 3% en 2021, mais l'économie reste fragile et doit être remodelée. À notre sens, c'est une économie qui a besoin de réformes très profondes, de réformes structurelles, notamment pour améliorer l'environnement des affaires. Mais ça passe aussi par une correction des déséquilibres macroéconomiques, une amélioration de la situation budgétaire, une réforme profonde des entreprises publiques. Et le FMI de souligner aussi que la responsabilité la plus grande est au niveau des décideurs politiques tunisiens qui doivent agir à leur niveau pour trouver des solutions. Et à ce jour du mardi 18 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 056. 63 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 29 378. 311 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 6 415 et le nombre de décès est de 263. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et puis cette information, un géant du ballon rond s'est éteint ce mardi. Paco Rento, légende du Real de Madrid entre 1951 et 1971, avait marqué en 18 saisons 191 buts en 101 matchs. Unique joueur de l'histoire à avoir remporté 6 Coupes de l'Europe, il était resté président d'honneur du Real de Madrid depuis 2014. Paco Rento est décédé à 88 ans. Et puis nous parlons toujours de football avec les Échos de la CAN 2021 qui bat son plein du côté du Cameroun. 4 matchs ce mardi. Dans l'après-midi, le Malawi et le Sénégal se sont séparés par un score nul de 0 but partout. Le Zimbabwe a dominé la Guinée par 2 buts à 1. Et dans la soirée, même scénario, score nul de 2 buts partout entre le Gabon et le Maroc. Et le Ghana est battu par les Comores par 3 buts à 2. Et puis si la CAN, on le sait, c'est avant tout le jeu, le football sur la pelouse. La CAN, c'est également les à côté du jeu. De petits commerces sont nés spécialement pour l'occasion. Regardez. Mariam Sissé n'est pas vraiment maquilleuse, mais elle a eu une idée lucrative, s'occuper des parures corporelles des supporters de l'équipe nationale ivoirienne. Les jours de match, la voilà à l'entrée de la fan zone, colorant les visages en orange, blanc, vert, les couleurs nationales. Notre équipe joue aujourd'hui, donc je me suis mis à l'idée que je vais maquiller les gens pour avoir un peu d'argent. Bon, je commence par 50, depuis le matin, j'ai gagné 4 000. Comme Mariam, ils sont nombreux, les Abidjanais, à vouloir faire quelques affaires en profitant de la Coupe d'Afrique des Nations. Vente de t-shirts, de vuvuzela, de masques anti-Covid, les possibilités sont infinies pour profiter de l'euphorie des amateurs de foot. Mais dans cette ambiance de chant et de danse, ce sont sûrement les cafetiers et restaurateurs qui en profitent le plus. Quand nous-mêmes on boit la bière, là, c'est pour la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, là, ils vont gagner.
Depuis plusieurs années, Alice Diomandé tient un restaurant à Yopougon. Mais pour l'occasion, son établissement s'est délocalisé sur le site du village Cannes et les affaires marchent bien. Quand les éléphants jouent, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Les supporters sont beaucoup et puis nous on profite aussi, on vend beaucoup. Alors que l'épidémie de Covid-19 a porté un grave préjudice aux affaires, cette fête organisée autour de la Canne est comme un ballon d'oxygène. Mais pour cela, tous espèrent un long parcours à l'équipe des éléphants, les seuls à même de drainer toute une foule enthousiaste autour des écrans géants et des petits commerçants. Et tout cela, c'est la Canne. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.